Alors, ce qu'on a vu, c'est que tant qu'on avait la factorialité, on arrivait à s'en sortir et décomposer des nombres premiers, hein, dont on espère qu'ils sont générateurs pour tous les autres nombres, en somme de carrés ou les représenter par une forme quadratique plus généralement. Bien, mais on a vu que la méthode qu'on utilise, c'est-à-dire la factorialité, et qui est la méthode principale qu'on utilise à la grecque finalement, c'est une impasse. Parce que vous prenez x2 plus dy2, ça vous oblige à travailler dans z de i racine de d, et vous voyez que les mailles vont être de plus en plus grosses. On aura de plus en plus de mal à montrer que c'est euclidien, à trouver un anneau factoriel qui est pas loin, etc. Déjà, on s'en est sorti in extremis pour d égale 3, et pour d égale 5, et ben là, il y a un vrai problème de factorialité. En plus, non seulement z de i racine de 5 n'est pas factoriel, mais on ne va pas trouver l'équivalent de z de j pour le cas d égale 3. On ne va pas trouver un anneau factoriel assez proche, hein, et ça c'est très embêtant. Donc il faut tout reprendre à zéro, on va tout reprendre à zéro, mais là on va vraiment rentrer sur les traces de Gauss, hein, sur les traces des géants, hein, avec sa méthode et l'idée qu'il a eue dans Disquisitiones. Donc vous prenez P égale à x2 plus 5y2, d'accord? Supposons hein, que ce soit égal à ça, ou vous partez de P, vous vous demandez si il se décompose comme ça. Et si oui, bah, vous voyez bien que le PGCD de x et y, si on l'appelle D, bah, D2 divise ça, donc D2 divise P, donc ce qui fait que D ne peut être que égal à 1. Donc on va avoir une relation de Bezout, j'écris comme ça, Vx moins Uy égale 1, et ce qui s'écrit avec un déterminant égal à 1. Ce qui veut dire que si je regarde le couple XY qui est dans Z2 et le couple UV dans Z2, et ben, d'après ça, vous devez savoir que ça forme une base de Z2. Et ce que fait Gauss dans Disquisitiones, c'est qu'il va regarder la matrice de la forme quadratique Q de xy égale x2 plus 5y2, et il l'écrit justement dans cette base F. Donc, ben, ici, vous savez que vous mettez Q de xy, donc ici, ça fait P. Ici, vous mettez Q de UV, et ici, vous avez N, qui vaut ben, la forme polaire de Q appliquée au couple hein, de vecteurs. Alors, maintenant, ben, si j'appelle P la matrice de passage de E vers F, ben, vous savez donc P, finalement, c'est cette matrice-là, elle est de déterminant 1, et vous savez, par les formules de changement de base, que cette matrice, c'est P transposé fois la matrice de Q dans la base canonique fois P. Et cette matrice de Q dans la base canonique, ben, c'est forcément 1, 0, 0, 5. D'accord? On sait ça. Donc maintenant, ben, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que si je prends le déterminant, eh ben, le déterminant ici va être égal au déterminant là, parce que le déterminant de P est égal à 1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir P Q de UV moins N2 est égal à ce déterminant qui vaut 5. Ce qui va faire que N2, ben, modulo P, ben, est égal à moins 5. Voilà. Et déjà là, c'est bien, parce que on tombe tout de suite sur des problèmes quadratiques. C'est normal avec les formes quadratiques, hein, c'est un petit peu normal. Mais c'est aussi parce qu'on est en dimension 2. Alors, moins 5P, ça veut dire que moins 5P est égal à 1, pour le symbole de Legendre. Hein. Alors là, j'arrange ça. De toute façon, Gauss avait déjà montré à 19 ans hein, que la loi de réciprocité quadratique, hein, qui avait été conjecturée par Euler. Et là, bah, j'écris bah, moins 1p fois 5p, parce que le symbole de Legendre est multiplicatif. Moins 1p, ça fait moins 1 puissance p moins 1 sur 2. Là, on a 5p, donc qui doit être égal à 1. Et ici, d'après la loi de réciprocité quadratique, bah, ça c'est p5, parce que 5 est congruent à 1 modulo 4. Donc ici, on a ça.
Et maintenant, de deux choses l'une. Alors bon, je mets à part le cas P égale 5, parce que P égale 5, on sait que c'est représenté, mais je vais regarder deux cas. Soit lui est égal à 1 et lui est égal à 1, ce qui nous fait P est congru à 1 modulo 4, pour ici. Alors le cas P égale 2 aussi, hein, je l'ai viré, parce que 2 ne sera jamais représenté par ça c'est très facile à voir. Hein, d'accord, hein, vous essayez de résoudre x2 plus 5y2 égale 2, vous n'avez pas de solution, c'est entière en tout cas, c'est évident. Donc, je reprends. Je vais avoir P congru à 1 modulo 4, donc ça c'est égal à 1, et ça c'est égal à 1, c'est-à-dire P est un carré modulo 5, donc ça fait P égale 1 ou 4. Donc ça me fait un système de congruence, mais j'en ai un deuxième, soit ça c'est égal à moins 1, et ça c'est égal à moins 1. C'est-à-dire que P est congru à 3 modulo 4, et là, P n'est pas un carré modulo 5, donc P est congru à 2 ou 3 modulo 5. Voilà, donc ça va me faire combien de solutions? J'ai combien de systèmes de congruence? 4 en tout. 5 et 4 sont premiers entre eux, donc ça va me faire une unicité de la solution modulo le produit, c'est-à-dire 20. Et donc ça fait P congru à 1, 3, 7, 9, modulo 20. Bon, donc ça, je vous laisse résoudre ce système de congruence en exercice. Et n'oublions pas que P égale 5 est solution, parce que 5, c'est encore autre chose. 5, voilà. Mais c'est juste P égale 5. Voilà. Bon, alors, vous allez me dire, on avait, à la fin de la vidéo 2, on avait fait quelque chose de mieux. On avait trouvé mieux. C'est-à-dire que si x2 plus 5y2 égale P, alors on avait vu que P était forcément congru à 1 modulo 20 ou 9 modulo 20. Ah, alors là c'est quand même beaucoup plus fort et c'était beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on avait fait? Je vous rappelle, on avait regardé les carrés modulo 20, et puis 5 fois les carrés modulo 20, et puis on avait additionné, puis on avait vu quels étaient les nombres premiers possibles qui pouvaient être congrus modulo 20. Bon, alors donc ça veut dire que 7 et 3 vont être éliminés pour la réciproque, d'accord? Bon, donc 7 et 3 sont excédentaires. Alors pourquoi on a fait cette méthode un peu compliquée? Pourquoi Gauss le fait? Parce que, en fait, d'abord, le 20 arrive naturellement, ça dans un premier temps, alors que là, c'était pas du tout naturel, mais aussi parce que là, on a des chances de revenir, de trouver une réciproque. Je vous rappelle que la difficulté, là, c'était la réciproque, et qui demandait des anneaux factoriels, et là maintenant on oublie les anneaux factoriels, c'est peine perdue, c'est une impasse. Donc, comment on va faire maintenant? Ici, on a des chances de revenir. Le seul problème qu'on a pour le retour, parce que tout ça revient très très facilement, c'est des équivalences, le seul problème c'est qu'ici on a pris le déterminant. Vous voyez? Et c'est là-dessus qu'on va travailler, c'est que on ne peut pas dire, à partir d'un déterminant, que deux matrices sont Z congruentes. Voilà. Donc on va continuer sur cette lancée. Ce qu'on a vu, c'est donc que x2 plus 5y2 égale P. Ça impliquait que P est congru à 1 ou 9 modulo 20 ou P égale 5. Bon, très bien. Et maintenant, attaquons la réciproque. Si P est congru à 1 et 9 modulo 20, je laisse tomber P égale 5, parce que si P égale 5, c'est clair qu'il est représenté par le couple 0,1. Mais si P est congru à 1 ou 9 modulo 20, et on peut savoir ou pas, mais on peut savoir que ça, il y en a une infinité, eh bien, on a vu que dans ce cas-là, moins 5 est un carré modulo P. Voilà, ça a été fait pour ça. La réciproque, attention, est fausse, parce que la réciproque, moins 5 est un carré modulo P, ça implique un peu plus que on a 1, 9, 3 ou 7. Alors c'est là où quand même on y va en se disant il va y avoir un problème. Mais allons-y quand même en chantant. Ici, on a moins 5, donc plus Kp égale N2, puisque moins 5 est un carré modulo P. Voilà, avec K dans Z, N dans Z, évidemment.
Alors maintenant, je vais construire une forme quadratique Q', dont la matrice dans la base canonique de Z2, bah, c'est P, N, N et K. Donc bien sûr, on a une matrice symétrique. Hein, et maintenant, on va calculer le discriminant de Q'. Et attention, hein, je vous fais remarquer que le discriminant, c'est un invariant de congruence, parce qu'on est sur Z. D'accord? Donc, si une matrice est congruente à une autre matrice, alors il va y avoir une matrice de passage, mais elle est déterminant plus ou moins 1. Donc quand on va élever au carré, hein, le déterminant de P au carré, ça fait 1. Et ce qui fait que deux matrices GL2Z congruentes ont même déterminant. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est quand même bien de le noter. Alors, donc, bon, qu'on appelle encore le discriminant hein, de la forme quadratique, ici, discriminant de Q', et il vaut 5. Pourquoi il vaut 5? Parce que le déterminant vaut PK moins N2, et PK moins N2, ça vaut 5. Alors, maintenant, le discriminant de Q' valant 5, et le discriminant de la matrice 1, 0, 0, 5, qui est symétrique aussi, valant 5 aussi, est-ce que ça suffit, ce discriminant, pour dire elles sont congruentes? Je vous rappelle, hein, petite anecdote, ça, ce sont, comme P est strictement positif, et que le déterminant vaut 5, donc en tant que forme quadratique réelle, ça c'est défini positif. Et deux formes définies positives, on sait que sur R, elles sont congruentes. Hein. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est Sylvester, mais on peut, pour ce cas particulier, dire que c'est Gram-Schmidt. Hein. Donc ça, c'est pas tout à fait stupide de se poser la question. Bah, à partir du moment où ils ont même discriminant, s'ils n'ont pas même discriminant, c'est pas congruent, forcément, hein, parce que si c'était congruent, ils auraient même discriminant, ce qu'on vient de voir. Mais à partir du moment où il y a même discriminant, on pourrait se dire, ça va être congruent. Bon, alors congruent, hein, qu'est-ce que ça veut dire hein, je vous rappelle. Ça veut dire que, alors, soit vous le voyez matriciellement, dans ce cas-là, c'est que les matrices sont égales modulo congruence, hein, P transposé à gauche et P à droite, mais au niveau des formes quadratiques, ça veut dire qu'il existe un phi dans GL2 de Z, tel que Q de phi de XY est égal à Q' de XY. Phi va avoir pour matrice, à la base, justement la matrice P de passage. Bon, alors ici, hein, on se pose cette question. Imaginons, on peut rêver, que Q' soit bien congruente à Q. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, P est représenté par Q', d'accord? Puisque P est égal à Q' du premier vecteur de la base, E1, donc P est représenté par Q', ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que P sera représenté par Q si je montre cette congruence? Ben, la réponse est oui. Deux formes quadratiques qui sont GL2 de Z congruentes représentent exactement les mêmes nombres. Si c'est représenté par une forme quadratique, c'est représenté par toute forme quadratique qui lui est congruente. Pourquoi? Ben parce que si M est égal à Q' de XY, alors, comme Q' de XY est égal à Q de phi de XY, ben, M est représenté par Q hein, via phi de XY. Et réciproquement, comme phi est dans GL2 de Z, et ben phi est inversible, donc si M est représenté par Q, c'est représenté par Q'. Donc ça, c'est pas un problème. C'est bien pour ça que Gauss commence à s'intéresser aux classes de congruence de GL2 de Z congruence. Après, il s'intéresse aux classes de SL2 de Z congruence pour une raison, parce qu'il veut compter, mais on n'en aura pas besoin. Mais là, il commence à s'intéresser au nombre de classes de congruence de formes quadratiques en dimension 2 sur Z à discriminant donné. Voilà. Et ça va être son étude dans les disquisitiones. Et vous pouvez suivre ça dans le problème de 2015. Hein. C'est le problème. Tout le problème consiste en cette étude et puis justement la représentation des entiers et le nombre
de façon de le représenter. Ce qu'on ne verra pas ici, hein, je vous laisse regarder après, parce que c'est déjà suffisamment tordu comme ça. Alors, le but, donc maintenant, il est clair, il faut trouver toutes les classes de congruence pour l'action de GL de Z, GL2 de Z, de discriminant 5. Voilà. Alors, c'est là que le fait d'avoir perdu en route 3 et 7 dans cette implication nous fait dire qu'on ne va jamais pouvoir avoir cette réciproque. Hein, voilà. Parce que ça marcherait pour 3 et 7 aussi, jusqu'à présent, tout marche pour 3 et 7, et pourtant 3 et 7 ne sont pas représentés par cette forme-là. Donc il y a forcément un truc qui coince. Mais, voilà le spoiler, hein. En fait, dans la prochaine vidéo, on va en trouver 2 de classes de congruence. On va suivre encore les pas de Gauss, et on va voir qu'il y a 2 classes de congruence de forme quadratique de discriminant 5. Alors, ben, regardez, ça va être la classe, bon, c'est spoiler, hein, je vous l'annonce, comme ça, au moins vous verrez. La classe, il va y avoir la classe de x2 plus 5y2. Donc la matrice, si vous voulez préférer matriciellement, c'est 1, 0, 0, 5. Et la classe de 2x2 plus 2xy plus 3y2. Et donc sa matrice, en tant que matrice de forme quadratique, c'est 2, 1, 1, 3. Et vous vérifiez que le discriminant vaut bien 5. Alors on va les appeler malicieusement Q0, Q1, on verra pourquoi. Et je dis tout de suite, déjà qu'il y en a au moins 2 de classe, parce que ces deux-là, elles sont bien de discriminant 5, et elles ne sont pas congruentes. Pourquoi elles ne sont pas congruentes? On vient de voir la proposition que 2 formes quadratiques congruentes représentent les mêmes nombres. Donc il suffit de dénicher un nombre qui est représenté par une forme et pas par l'autre. Ben oui, 2 par exemple. Donc 2, ben vous voyez que 2 c'est Q1 de 1, 0, d'après sa position. Donc si elles étaient congruentes, ben 2 serait représenté par Q0, donc il y aurait un xy dans Z tel que x2 plus 5y2 est égal à 2, mais ça on voit tout de suite que c'est impossible. Voilà, donc maintenant, hein, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est de montrer qu'il y a ces deux-là distincts et qu'il n'y en a pas d'autres que ces deux-là. Après, on expliquera pourquoi dans les cas factoriels, il y en a une. Jusqu'à présent, pour d égale 1, pour d égale 2, pour d égale 3, eh ben, on trouvait qu'une seule classe. Voilà. Hein, alors, qu'une seule classe pour les formes quadratiques x2 plus y2, x2 plus 2y2, et x2 plus xy plus y2. À discriminant donné, hein, là, il n'y en a qu'une. Donc les cas factoriels correspondent à des situations où le nombre de classes de congruence, GL de classes de congruence, est égal à 1. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.